aujourd'hui? Ben, écoutez, je vous présente notre invité. Donc, Franco Maimone est directeur de la pratique de développement des talents et du leadership au sein de Lee Hecht Harrison Knightsbridge à Montréal. Au cours des 18 dernières années de sa carrière, en fait, Franco a travaillé avec des organisations et des dirigeants de haut niveau au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il a créé et mis en œuvre des solutions de capital humain telles que la gestion des talents, la gestion de la relève, le développement du leadership et de la mesure, ainsi que l'évaluation du talent. Il a conçu des solutions fournissant des informations approfondies sur le capital humain, conçu l'intégration de données de mesure des talents sur différentes plateformes et mis en œuvre des stratégies efficaces de contenu et de technologie pour assurer une expérience finale client et utilisateur positive. Il est doté d'une grande expérience de travail auprès des clients de divers secteurs industriels, allant de la petite à la grande entreprise, au privé, public et parapublic. Franco a travaillé donc dans tous les secteurs d'activité. Son expérience dans le privé inclut les services financiers, l'énergie, le secteur manufacturier, les services professionnels et les organisations sportives professionnelles. Son expérience avec le secteur public inclut également les 3 paliers de gouvernement, fédéral, provincial et municipal. De plus, il possède une compétence en matière de création et de livraison de solutions de capital humain avec des organisations du secteur public mondial. Il a obtenu son baccalauréat en relations industrielles de l'Université McGill à Montréal et a complété un certificat de maîtrise en gestion de projet de l'Université du Québec en Outaouais. Ouf! On a le bonhomme avec nous aujourd'hui. Et donc, pour parler un petit peu de l'entreprise pour laquelle il travaille, Lee Hecht Harrison Knightsbridge, c'est une organisation qui aide les entreprises à simplifier la complexité associée à la transformation de leur leadership et de leurs effectifs pour qu'elles soient en mesure d'accélérer la production de résultats à moindre risque. Précisons que l'entreprise possède 300 bureaux dans 65 pays. Alors, aujourd'hui, notre webinaire porte sur une question importante et comme je l'ai mentionné, dont on parle de plus en plus, pourquoi une culture de coaching est essentielle à l'agilité d'une entreprise? Donc, finalement, Franco, c'est à toi. Oui, toute une introduction. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci à tout le monde d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer notre présentation aujourd'hui. Il y a beaucoup de contenu, alors ça se peut qu'on ne va pas être capable de couvrir le tout en 30 minutes ou 40 minutes qu'on a ensemble. Alors, s'il y a quelque chose que je fais un survol très rapide, juste levez votre main et on peut aller en profondeur sur certains éléments que vous trouvez intéressants. Alors, Franco, la main est à toi. Donc, excellent. Alors, tout le monde voit bien la présentation? Oui, on devrait effectivement bien voir la présentation. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui? Il y a 4 éléments, ou 5 grands thèmes. Le premier, c'est qu'est-ce qu'une organisation agile? Franco, je vais t'interrompre juste un instant. Alors, on va juste ajuster l'élément pour la présentation. Donc, il semblerait que sur notre petit panneau de configuration, j'aimerais que tu enlignes ici présentation. Je vais retirer la mienne, excusez-nous. On préfère régler les petits problèmes techniques en tout début que... Attendez. Donc, et voilà. View in full screen. Non. OK. Alors, je pense que ça va marcher. Share my screen. Alors, est-ce que tout le monde voit? Oui, on voit bien ta présentation. Alors, on s'excuse pour le petit problème technique. Et Franco, c'est à toi. On te voit bien et on voit bien ta présentation. Et voilà. Parfait. Alors, je vais enlever cette partie-là ici, parce que sinon, je vois juste ici. On va enlever les 2. Excellent. Alors, les 5 thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Le premier, je pense que ça ne marcherait pas, malheureusement. Oui, on voit bien. Je ne peux pas. OK, parfait. Alors, qu'est-ce qu'une organisation agile et pourquoi est-ce que c'est pertinent dans le monde actuel? On va regarder aussi aujourd'hui, comprendre un peu plus la création d'une culture de coaching qui est essentielle pour devenir une organisation agile. La deuxième partie, c'est les aspects les plus importants aux yeux des organisations désireuses de créer une culture de coaching. On va rentrer en détail aussi sur qu'est-ce qui constitue une culture de coaching et les éléments requis par les organisations. Et finalement, on va aller dans le concret, comment créer une culture de coaching en 7 étapes. Alors, la première chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on doit commencer à regarder l'agilité et le coaching. Premièrement, ce qu'on voit dans le marché avec plusieurs de nos clients,
on voit beaucoup de transformations dans les organisations. McKinsey a sorti une étude cette année qui dit « Les grandes organisations se transforment tous les 2 à 3 ans et une transformation moyenne dure plus de 18 mois. » Alors, comparé dans le passé où une transformation prenait peut-être 5 ans et les organisations changeaient toutes les 7 à 10 ans, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Que la norme, la transformation est devenue la nouvelle norme. Alors, c'est quoi les facteurs clés des transformations? Pourquoi est-ce qu'on transforme si rapidement? On regarde l'incertitude économique. On voit aussi qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et aussi ça change tellement rapide. On voit hier les nouvelles avec GM qui est sorti qui vont fermer quelques usines au Canada et aux États-Unis. Alors, l'incertitude économique est très présente. On regarde les menaces de la concurrence et des facteurs de perturbation. On parle ici des compagnies des disruptors. Alors, on regarde dans les parties financières, des compagnies qui se font rentrer avec des nouvelles solutions. Alors, des grosses organisations comme des banques doivent s'adapter et transformer aussi. On regarde des changements de la réglementation, les lois. La guerre des talents, alors, je dis beaucoup à mes clients, la guerre des talents est finie, le talent a gagné. Alors, ils n'ont pas le choix maintenant de transformer et de vraiment s'approprier des nouvelles parties de comment gérer les talents qui rentrent dans l'organisation. On regarde aussi la génération du millénaire qui sont très reliés un avec l'autre. Ces gens-là rentrent dans le marché avec vraiment des attentes différentes envers l'organisation, mais envers leur gestionnaire et le superviseur aussi. Alors, les organisations doivent s'adapter aussi. On regarde l'expansion géographique et aussi la transformation digitale ou la numérisation. Alors ça, c'est un gros aspect. On voit beaucoup de compagnies ces temps-ci qui sont en transformation digitale et ça impacte beaucoup l'organisation comme telle. On parle de mondialisation, les fusions et les acquisitions à Montréal, ici, ces temps-ci, on en voit beaucoup. C'est des bonnes nouvelles aussi au Québec. Et on regarde l'innovation en général, qui vraiment est un facteur clé de transformation de l'organisation. Est-ce que maintenant, il y a toutes les questions? Non. Parfait. C'est clair. Alors, chaque fois qu'on voit une révolution organisationnelle, ces facteurs de transformation entretiennent des révolutions organisationnelles. On ne transforme pas uniquement ce que les entreprises font, mais vraiment la manière dont elles font ces changements aussi. Par exemple, on regarde le moteur à vapeur, n'était pleinement exploité qu'avec le développement du système de fabrication industrielle. Un peu plus proche de nous, les technologies des procédés de la fin du 19e siècle et du 20e siècle a seulement vraiment été exploité avec l'arrivée de la gestion scientifique de Frederick Winslow Taylor. Alors, chez nous, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la transformation numérique a donné lieu à une révolution organisationnelle qui laisse davantage de place aux équipes autonomes et autogérées. Ces approches-là prennent différents noms. On voit beaucoup dans les années 80 dans le Lean Manufacturing. Alors, des compagnies comme GM, avec leur Mac de Saturn, ils ont implanté vraiment du Lean Manufacturing qui était pris un peu des exemples de nos amis au Japon. Alors, ça, des années 80 aussi. Qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est dans la partie holacratie. On voit dessus, tout le monde le voit très bien. Oui, ben on va juste ajouter, juste fermer, on va juste fermer ça. Parfait. On s'excuse. Voilà. Oh, voilà. Je te remercie, Franco. Tu peux continuer. Parfait. On s'excuse. Est-ce que je peux juste faire ça ici? Oui, parfait. Excellent. OK, parfait. Alors, si on voit aussi dans la partie, l'approche prend des différents noms. On a parlé beaucoup de Lean ou Lean Manufacturing et ça continue encore aujourd'hui avec des Kaizen, des gens qui ont des Six Sigma pratiques aussi, qui font des Scrum Meetings tout le matin aussi pour avoir des approches Lean. Mais on voit beaucoup des nouvelles tendances aussi, comme l'holacratie, qui est vraiment liée à des compagnies comme Zappos, que eux autres, ils ont décidé qu'il n'y a plus vraiment des titres. Alors, les gens rentrent dans les entreprises sans vraiment avoir un trame d'emploi très, très clair et fixe. C'est vraiment des rôles génériques. Tu rentres faire du marketing, tu travailles sur des gros projets, mais tu n'es pas certain sûr à 100% de ton rôle. C'est à toi de vraiment faire ta place. Celui qu'on voit le plus, par exemple, des organisations, c'est la partie agile. C'est l'approche agile, le plus populaire d'entre elles, et également celui qui a été répandu le plus rapidement à travers différents secteurs et différentes pratiques aussi. Qu'est-ce qu'on voit dans l'agilité? C'est vraiment des équipes petites, autogérées et multidisciplinaires, qui ont un contrôle de bout en bout du développement des produits, de la prestation des services ou d'autres tâches connexes. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est dans l'agilité que vraiment on pousse le plus proche possible de la décision, vraiment plus au problème ou vraiment au client comme tel. On voit des cycles d'activité rapides qu'on appelle des sprints et aussi une approche d'essai et itération pour accomplir le travail.
On a une question sur l'agilité. Enfin, un commentaire. Quelqu'un qui nous dit, il me semble que l'agilité, ce n'est pas l'autogestion, mais l'auto-organisation. Ben oui, il y a différentes formes qu'on peut. L'agilité prend différentes définitions. On va en regarder une qu'on va partager avec vous. C'est que McKinsey a sorti, puis en 2 secondes, on va en parler. Puis je pense qu'on peut répondre à la question de ce monsieur Desbiens. Alors, je pense en parlant de cette définition-là, je pense que ça va répondre à votre question en quelques secondes. Merci pour la question. Alors, si on regarde vite fait vraiment qu'est-ce que ça a l'air, on va parler d'un peu la partie de théorie, mais vraiment, on vient c'est quoi que ça a l'air. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a regardé un peu, McKinsey a sorti vraiment un étude là-dessus qui démontre l'organisation classique. Alors, à gauche, on voit qu'est-ce qu'on appelle sous forme de machine. Alors, on regarde une hiérarchie qui est descendante classique. On a la bureaucratie en milieu, du middle management. Puis après ça, des départements qui sont vraiment en silo. On a des gens en finance, des gens en RH, on a des gens en production, qui vraiment sont gérés par département en silo. Vraiment, qu'est-ce qu'on voit maintenant sur la partie agilité, qui est des organisations sous forme organisme? On voit, il y a des différents accents, différentes choses qui sont importantes. Le premier, c'est qu'il y a l'accent qui est mis sur l'action. Alors vraiment, donc le segment fonctionnel le plus important, c'est vraiment sur qu'est-ce qu'on est là pour faire, c'est quoi mon but dans l'organisation comme telle. Les équipes se constituent autour de responsabilités de bout en bout. Alors, on verra, au lieu d'avoir, qu'est-ce qu'on voit à la gauche, qui est des équipes en silo, alors en finance RH, qu'est-ce que tu vas voir? C'est des équipes qui sont vraiment multifonctionnelles. Alors, pour un produit en particulier qui vont sortir, ils vont avoir des gens de finance, des gens de marketing, des gens de production qui travaillent ensemble. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Il y a des changements rapides et des ressources flexibles. Ça se peut qu'une journée, tu vas travailler sur un projet, puis la semaine après, tu vas travailler sur un autre projet, dépendant sur vraiment l'envergure du produit comme tel. Et le leadership qui reste dans le milieu. Alors vraiment, qu'est-ce qu'on voit dans le leadership? L'importance du leadership, c'est vraiment de donner le pourquoi et vraiment être le gatekeeper de la stratégie. Ils sont là pour influencer, ils sont là pour vraiment donner l'information et communiquer avec les gens. C'est quoi la stratégie de l'organisation, pour donner du pourquoi à ce que les gens font. Alors, vous demandez la question, est-ce qu'il y a des organisations qui le font dans le monde aussi? On va prendre une petite étude qui était faite par Deloitte en 2016, qui fait à peu près 2000 compagnies. Des compagnies, 24% de ces compagnies-là étaient 50 000 et plus, 29% étaient dans le milieu de 10 000 à 50 000 et le reste est de 1 à 10 000. 90% des entreprises estiment que c'est très important ou important de remanier le modèle organisationnel. Il y a seulement 38% des entreprises qui ont une structure dite fonctionnelle. Alors, un peu qu'est-ce qu'on a démontré à la gauche. Les entreprises comptent plus de 50 000 employés, seulement 24% d'entre elles sont dotées d'une structure fonctionnelle. Alors, on parle de vraiment des grosses compagnies, puis seulement 24% qui sont vraiment structurées de cette façon-là. Et 80% des organisations, des entreprises répondantes sont présentement en restructuration. Je pose la question souvent aux entreprises quand je fais des présentations. Je demande aux gens de lever leurs mains. Chaque fois que je présente et je pose la question, il y a au moins 90% des gens dans la salle qui vont lever leurs mains, qui disent oui, on est en transformation. Et aussi, il y a 67% qui disent non. D'autres, on est parfait comme on est, il n'y a pas vraiment de changement qui s'en vient dans notre structure organisationnelle. Pour répondre à la question de M. Desbiens, les 5 signes distinctifs de l'organisation agile. Alors, il y a plusieurs versions différentes aux définitions de l'agilité. D'autres, on aime ça utiliser celui de McKinsey qui est sorti en 2018, qui sont 5 facteurs. Et les 5 facteurs, ils disent que si vraiment tu as une entreprise agile, tu as ces 5 facteurs-là présents et il n'en manque aucune. Le premier, c'est la stratégie. Alors, vraiment, l'étoile polaire, le True North Star. Il y a une vision et un objectif commun que tout le monde comprend très bien et sont très au courant c'est quoi. Il y a le pressenti à saisir les occasions et les possibilités. Quand on parle de cette partie-là, c'est vraiment pas d'aller chercher une partie du marché d'un compétiteur, c'est vraiment créer de la valeur. Alors, vraiment s'assurer qu'on essaie de créer plus de valeur dans le marché, pas aller chercher juste du marché de quelqu'un d'autre. On parle de l'affectation flexible des ressources et de l'orientation stratégique concrète. C'est pas seulement important d'avoir une stratégie, mais comment l'implanter est très, très défini et concret pour tout le monde dans l'entreprise. La deuxième partie, on va regarder, c'est la structure. Alors, les réseaux d'équipes habiletés. La structure est claire, très horizontale. Il y a des rôles imputables et clairs. Dans l'agilité, si les rôles ne sont pas très clairs, c'est presque impossible d'être capable d'avoir du succès à l'implanter.
Il y a une gouvernance pragmatique. Alors, la gouvernance, encore une fois, on essaie de pousser la décision le plus proche au client ou au problème qu'on tente de résoudre. Alors, la décision est un peu plus pragmatique là-dessus. Il y a des communautés de pratiques robustes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui, oui, peut-être travaillent sur différents projets, mais ces gens-là ont vraiment en commun une passion, puis ils se regroupent ensemble pour vraiment le développement et l'apprentissage. Alors, c'est dehors de leurs tâches de jour à jour, mais c'est vraiment d'aller voir comment ils peuvent travailler sur des communautés de pratiques communs. On parle de partenariat écosystème actif. Alors, ces entreprises travaillent beaucoup avec des fournisseurs, beaucoup avec le partenariat. Ils les traitent comme des partenaires et pas seulement quelqu'un qui font partie de leur compagnie comme tel. Et dernièrement, l'environnement physique et virtuel ouvert. On en voit de plus en plus. La plupart de nos clients maintenant, quand tu rentres dans des organisations, tu vas voir vraiment des aires ouvertes. Et il y a toute la partie, une autre partie qui est challenge là-dessus, mais on se dirait, ça facilite beaucoup l'apprentissage et vraiment le partage. Troisièmement, on parle de cycle de prise de décision rapide et beaucoup d'apprentissage continu. Alors, itération, expérimentation, on en a parlé, c'est une des clés de l'agilité comme telle. Façon de travailler uniformisée, orientation sur le rendement, transparence de l'information, très importante de communiquer l'information financière, sur le personnel, mais aussi sur la stratégie, et la prise de décision axée sur l'action. Encore une fois, on pousse la décision le plus proche au problème ou à la clientèle possible. Les personnes, c'est au cœur de toutes ces transformations. On parle d'une communauté soudée. Tout le monde comprend le rôle, tout le monde comprend c'est quoi la vision, l'objectif commun. On parle de leadership partagé et transformationnel. On va parler un peu des compétences qu'on voit dans la nouvelle génération de leaders dans les organisations dans quelques diapos. On parle d'un esprit entrepreneurial que tout le monde dans l'entreprise doit avoir et la mobilité des rôles aussi. Et finalement, la technologie, c'est sûr, d'être à la fin de pointe, d'être capable de voir cette partie aussi. Alors, c'est quoi le rôle du leadership dans l'approche agile? Beaucoup de personnes pensent que le rôle du leader est maintenant un peu désuet. Nous, c'est un peu le contraire. On trouve que l'approche agile ne rend pas la gestion déplacée ni même désuet. On trouve que l'organisation du travail, encore une fois, a forcé les entreprises à remettre en question ce qu'ils font, comment ils le font, mais vraiment, ça redéfinit le fait du leader. Alors, si vous avez un peu l'approche dans la première partie qu'on a démontrée, qui est plus la partie le statu quo, c'est sûr que le rendement d'un leader dans cette forme-là, ça serait moins évident. Qu'est-ce que l'agile donne aussi à la gestion? C'est un rôle encore plus important, mais ça exige que les gens changent leur perception à l'endroit de leur rôle. C'est quoi ces gros changements-là? C'est passer de maître concepteur de la stratégie, de la planification, le développement des processus, à plus des orchestreurs, le système de comportement flexible qui est l'agilité. C'est mettre en place des gardiens de la stratégie, on appelle ça des gatekeepers de stratégie, et pour favoriser une coopération efficace afin de réaliser les objectifs de l'organisation. Et finalement, leur rôle comme leader, c'est de soutenir les employés dans leur autonomie et initiative qui est impératif. La culture de coaching, on va parler des 7 étapes à ce point-ci. Alors, on a coupé quelques petits diapos pour être sûr qu'on arrive dans le temps. On est très conscient du temps des gens aussi. Anne-Marie me donne des signes déjà d'aller un peu plus rapide là-dessus. Il y a tellement à dire, en fait, Franco, il y a tellement à dire sur ce sujet-là. Là, donc, on s'entend qu'on survole aujourd'hui. Exactement. Puis, il y a des questions, c'est sûr que je pense que vous avez mes coordonnées. C'est sûr que vous pouvez rentrer en contact avec moi et je pourrais partager plus d'informations avec vous. La liste de cas pour une culture de coaching, ça, c'est pour les gens qui ont besoin de convaincre leur CFO dans l'entreprise, le pourquoi. Alors, si on voit le pourcentage des employés évalués comme très engagés, quand il y a une culture très robuste, on passe de comme 45% à 62%. Puis, si on regarde à droite aussi, on voit qu'il y a un rendement supérieur quand il y a une culture de coaching qui est très, très ancrée dans l'organisation comme telle. Alors, quand on parle de croissance de revenus, c'est une façon d'aller chercher l'intérêt des CFO dans l'organisation. Alors, si on parle un peu plus sur le cas d'une culture de coaching, un peu de l'analyse, on va pousser un peu plus. On va regarder les 3 tops là-dessus sont le meilleur fonctionnement des équipes, l'engagement accru, la productivité accrue, vraiment des améliorations avec des relations avec les employés, le bien-être des employés. Alors, il y en a beaucoup, je ne vais pas les nommer là-dessus, on va couper un peu dans le temps. Mais comme vous pouvez voir, si vous avez besoin d'avoir un cas de pourquoi c'est important, vous l'avez devant vous. Les 7 étapes pour créer une culture de coaching, on va les garder aujourd'hui très brièvement. On va regarder les 2 premiers, stratégies de coaching, le leadership et le changement de culture organisationnelle.
super important quand on parle d'une culture de coaching, c'est vraiment d'assurer qu'il y a une stratégie d'entreprise claire sur laquelle la stratégie de coaching est bâtie. Alors, ça doit être vraiment ancré dans la stratégie de l'organisation. C'est quoi notre objectif? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Puis, c'est sûr que la stratégie, le leadership, doit être là pour supporter et exécuter sur la stratégie de l'organisation. C'est pas rentrer du coaching sans avoir un objectif clair et le pourquoi. Le créer un culture de coaching doit pouvoir servir à un changement culturel plus vaste. Alors, quand il y a des changements dans l'organisation ou un changement dans la vision ou dans la mission de l'organisation, le coaching fait partie un peu plus de ce changement global-là aussi. Deuxièmement, les leaders appuient activement le coaching et le changement de culture organisationnelle. La haute direction doit prendre part au processus de changement vers une culture de coaching. Pour plusieurs années, le coaching était vu pour quelque chose qui était là pour essayer de ranger un problème. Il y avait un problème d'organisation, on était là on va fournir du coaching parce qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on veut maintenant, c'est que les autres dirigeants parlent de leurs expériences en coaching, comment c'est vraiment un bénéfice pour eux, puis qu'on veut qu'ils le fassent oralement et aussi en écrit pour que cette culture-là de coaching devienne, si on m'offre du coaching, c'est parce que je suis un haut potentiel dans l'organisation, puis c'est vraiment un bénéfice pour moi. Alors, ça vient vraiment des autres dirigeants de l'entreprise. Les leaders doivent adopter eux-mêmes un style de leadership intégrant le coaching et incarner un changement de culture organisationnelle. Qu'est-ce qu'on voit beaucoup, les autres dirigeants qui ont eu du coaching, ils commencent à prendre certains types de qu'est-ce qu'ils ont appris et vraiment utiliser l'approche avec les intervenants dans l'organisation. Et aussi, c'est très intéressant, les leaders coachs sont paradoxalement plus influents et plus susceptibles d'être influencés. Alors, ils sont plus ouverts à écouter des décisions, mais sont capables d'influencer les gens d'une manière différente aussi. On a parlé brièvement au début de dire c'est quoi les compétences qu'on voit. Chez HH Knightsbridge, on est vraiment une entreprise globale et qu'est-ce qu'on fait? Une recherche de voir c'est quoi les nouvelles compétences qu'on voit à travers des différents processus de recrutement ou vraiment de développement. C'est quoi ces nouvelles compétences-là qu'on voit dans les profils de compétences? À droite, vite fait, on va les garder. C'est de gauche, on avait des capacités de leadership fondamentales versus des capacités de leadership transformationnelles. On regarde maintenant beaucoup comment gérer l'ambiguïté, prendre des risques calculés, imaginer de l'avenir, définir le cadre de l'occasion à saisir, du risk-taking. Tu es là pour inspirer la participation active, obtenir la cohésion organisationnelle, faire évaluer la culture et accélérer le résultat. Alors, on voit vraiment un changement dans le type de compétences que les organisations recherchent dans leurs leaders et aussi comparé à ce qu'on voit dans le passé avec des différentes organisations de travail, le nouveau agile demande ce type de compétences-là. La troisième partie, c'est constituer un bassin actif de coach interne et externe. Alors, on a besoin de vraiment identifier et définir le besoin de coaching et créer une politique de ligne directrice. Alors, le coaching répond à quoi? Alors, c'est pourquoi quand on va avoir du coaching, comment les gens peuvent accéder à avoir du coaching dans l'entreprise, comment ils vont le faire, c'est quoi vraiment le temps limite pour le faire aussi. Alors, toute la partie logistique qui entoure et, dernièrement, c'est quoi les attentes du coaching, mais aussi de l'organisation comme telle et le superviseur de la personne aussi. C'est important de définir les exigences de coaching et déterminer les critères de sélection des coachs. Et aussi de recruter, sélectionner, intégrer des coachs internes et externes. Alors vraiment, dans les coachs, on regarde trois choses. La compétence en coaching, qui est la compréhension psychologique, connaissance chez l'adulte. On parle de compréhension des milieux des affaires et de l'organisation comme telle. Et également, la compréhension systématique des liens entre les dynamiques individuelles des équipes, etc. Alors, c'est ce morceau-là qui est important quand on parle de vraiment les coachs, de l'importance de sélectionner les coachs. Si on regarde aussi comment construire un bassin actif, on parle de trois principaux moyens. On a des coachs externes, des coachs internes et des gestionnaires leaders dotés de compétences en coaching. Il y a des avantages et des désavantages pour chacun. Un coach externe, normalement, c'est vu pour des exécutifs qui peut-être sont un peu moins portés à utiliser les coachs internes à cause de l'information qui est privilégiée ou aussi il y a une sensibilité. Alors, des fois, ils vont aller chercher des coachs externes. Et aussi, des fois, ils vont acheter des coachs externes parce qu'ils ont une certaine connaissance du milieu que peut-être à l'interne, non pas. Le coaching interne, très intéressant aussi. On regarde la partie des coûts, c'est sûr, mais l'accessibilité à des coachs pour toute l'entreprise au complet, à tous les employés de l'entreprise. Et finalement, le gestionnaire leader doté de compétences en coaching, c'est vraiment de donner les outils aux leaders, vraiment le développement pour ces gens-là, pour développer leurs habiletés à être des coachs internes.
Si on regarde un peu des statistiques, 33% des organisations utilisent ces 3 moyens de coaching et le chiffre grimpe à 64% chez les organisations dotées d'une culture très robuste de coaching. On est bon avec le temps? On est bon, Franco. Excellent. Alors, l'étape 4, encore une fois, je passe très rapidement sur l'information, mais je pense que ça vous donne une très bonne idée de la culture de coaching et les étapes aussi. Le coaching évolue d'un apprentissage individuel à un organisationnel. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut recueillir l'apprentissage organisationnel et lier le coaching à la stratégie au développement de l'ensemble de l'organisation? Il y a un millier de conversations de coaching qui se passent dans l'organisation tous les jours. Puis, qu'est-ce qu'on veut comme entreprise? C'est vraiment d'aller chercher les grands thèmes. Qu'est-ce que les coachs entendent? Alors, ce n'est pas vraiment la partie confidentielle de la communication, mais c'est de chercher, de voir qu'est-ce qu'il y a comme thème dans l'organisation qu'on voit. Qu'est-ce qu'on entend des différents personnes, des coachés qu'on voit. Alors, c'est regrouper toute l'information ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est bâtir une communauté de coachs internes et externes qui se rassemblent régulièrement, des fois avec nos clients, c'est une fois par trimestre, pour vraiment partager cette information-là, puis s'assurer que les gens ont une connaissance approfondie de l'organisation et les changements dans l'organisation comme telle aussi. L'étape 5, le coaching, on est rendu dans une culture robuste quand on voit que le coaching devient le style de gestion prédominant. Alors, le gestionnaire coach, on appelle brièvement. Alors, c'est vraiment de s'assurer qu'on donne les outils aux gestionnaires de devenir des meilleurs coachs. Alors, on parle de l'intégration, des cours de formation, du coaching et du mentorat pour les aider. On parle aussi des gens qui utilisent un style de coaching pour diriger leur équipe. Alors, beaucoup de fois, quand on voit une culture qui est ancrée dans le coaching, vraiment, les gens se font coacher, mais ces gens-là prennent une approche, ces leaders-là prennent une approche de comment gérer l'équipe avec une culture de coaching, la même chose aussi. Qu'est-ce qu'on voit vraiment aussi, c'est que cette approche de coaching, on ne le voit pas seulement à l'interne, mais à l'externe. C'est la façon que l'entreprise vraiment interagit avec les clients, les investisseurs, les organisations, les partenaires et fournisseurs, qui les traitent comme des partenaires, et aussi les organismes de réglementation et dans la communauté aussi. Dans l'étape 6, on parle d'ancrer le coaching dans les processus RH et la gestion du rendement. C'est très important quand on a ce qu'on appelle des dashboards ou ROI. Alors, on parle de tableau de bord ici. C'est vraiment d'être sûr qu'au début, on est capable de mesurer ou quand on rentre dans le design de la culture de coaching, vraiment des mesures qu'on peut vraiment suivre plus tard après et créer un tableau de bord. Alors, des fois aussi, le lien entre le coaching et la rémunération est très important. Alors, c'est là qu'on voit beaucoup qu'il y a une importance rattachée et les gens le ressentent quand c'est rattaché à la rémunération, c'est sûr. On parle de rendement général de l'entreprise, le rendement de sa propre division de l'équipe, leur rendement à eux aussi, puis la capacité à permettre d'améliorer les rendements des autres aussi. Alors, c'est des moyens qu'on peut vraiment aller chercher puis rémunérer les gens s'ils ont ces composantes-là qui sont liées à la culture de coaching. Et dernièrement, on parle de l'intégrer l'évaluation à chaque étape de l'évaluation de la culture de coaching. C'est vraiment lier ce qui se passe dans le coaching et la culture de coaching à d'autres mesures clés dans l'organisation. Ce n'est pas juste important pour le rendement personnel, mais qu'est-ce qui se passe en entreprise aussi et à l'externe. Ici, on parle de taux de rétention du personnel. On parle des taux d'attendrisse du personnel aussi. Y a-t-il un impact sur ces deux mesures? On parle de nombre de postes vacants de haut niveau pourvus par des bons candidats internes. Alors, qu'est-ce qu'on voit au début, je vais mentionner aussi que quand on voit dans l'organisation qu'il y a des personnes, un pipeline de talent qui est capable d'aller doter des postes de haut niveau, c'est à cause aussi d'une culture de coaching qui est très forte dans l'organisation. On peut aller à l'externe pour aller chercher ces gens-là. On parle du nombre de guerres du personnel qui vraiment sont réduits, le nombre d'audiences disciplinaires qui sont réduits aussi. On regarde aussi le leadership et la culture de gestion dans l'entreprise comme telle, la culture organisationnelle et le climat aussi. Dernièrement, alors juste un temps, on regardait aussi les liens de modification interne de l'organisation aux performances externes. Très important aussi de regarder ce qui se passe autour de l'organisation comme telle. Alors, si on voit, quand on a une culture de coaching, on regarde c'est quoi l'impact sur la performance financière de l'organisation. Les commentaires des clients, qu'est-ce qu'on reçoit des clients? Y a-t-il un changement de la façon que les clients interagissent avec la personne? L'attitude des employés et des scores d'engagement. On a beaucoup d'entreprises qui font des sondages. C'est important de voir est-ce que la culture de coaching a un impact là-dessus. L'analyse des médias, si jamais les gens parlent de votre compagnie, c'est toujours important d'être sûr que c'est ça positif pour voir qu'il y a un lien avec le coaching ou non.
les rapports des régulateurs et des analystes et les commentaires des investisseurs. Très important aussi. Des fois, on voit des CA qui ont des commentaires à faire pas seulement sur la haute gestion, mais vraiment à l'entreprise au complet. Et ceci sont les 7 étapes pour créer une culture de coaching. Comme j'ai dit auparavant, on a vraiment effleuré le sujet comme tel, mais je pense que ça donne une très bonne idée aux gens aujourd'hui sur le webinaire. Les 7 étapes, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va prendre aussi? Et comment vraiment créer cette culture de coaching? Wow! Alors, une présentation dense à l'écran comme en parole. Écoute, on a des questions, Franco, donc je vais reprendre la main pour qu'on puisse nous voir. Donc, on a un petit... donc, le temps qu'on remette la caméra à l'heure en duo. Écoutez, je pense que les gens sont vraiment intéressés par ce sujet-là. On a différents commentaires, mais je vais commencer par les questions. En fait, on se demandait, est-ce qu'il y a des organisations pour lesquelles il est plus facile d'implanter l'agilité ou cette culture de coaching? Alors, comme j'ai mentionné au début, l'agilité comme telle a plusieurs définitions. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Quand c'est des organisations qui sont des concepteurs de logiciels, c'est sûr que c'est plus facile. On parle de vraiment l'agilité a commencé en 2001 avec le Agile Manifesto for Software Development. C'est 17 développeurs de logiciels qui sont mis ensemble pour avoir des 12 principes et 4 valeurs de l'agilité. Alors, c'est ça, c'est vraiment lié à le développement des softwares. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus dans l'organisation, c'est vraiment en fait du Agile Light. Il y a des concepts qui ont péri des 12 pratiques ou des 4 valeurs, puis ils sont commencés à vraiment l'adapter à leurs besoins. Alors, on voit beaucoup du HR Light. Alors, ils ont pris les concepts et pas les procédures. Alors, on voit des Scrum Meetings tous les matins. Alors, tout le monde debout, 10 minutes, on parle de c'est quoi qu'on fait. On appelle ça des Scrum Boards, qui est vraiment c'est quoi les activités que tout le monde travaille dessus, qu'est-ce qu'on peut avancer, c'est quoi vraiment les challenges en chacun et qu'on adopte. Alors, vraiment, on voit les organisations qui prennent des morceaux d'agilité qui leur convient et laissent la partie qui est plus procédure ancrée, qui sont liées à le développement des logiciels, puis laissent cette partie-là. Et tu nous parlais de chiffres au cours de ta présentation, mais il y en a un qui m'a frappé, 92%, l'étude de loi dont tu parlais, là, 92% des compagnies estiment qu'il est important de revoir leur modèle organisationnel et 80% seraient en restructuration au niveau de leur modèle organisationnel. Dans ces chiffres-là, on estime combien se dirige vers des bases d'agilité, en fait. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est qu'au début de la présentation, on a parlé des compagnies qu'on travaille avec et aussi que McKinsey a fait une étude là-dessus, sont en constante transformation. Alors, la transformation n'est plus devenue quelque chose qui a un début et une fin, c'est devenu vraiment la norme. Et quand on transforme, c'est sûr que ça devient de plus en plus agile. Alors, les organisations, on parle des organisations de 50 000 employés, doivent avoir la capacité d'être capable de changer, dépendant si on a un disruptor. Alors, ça peut être un nouveau produit, une nouvelle façon de faire. Ça peut être un événement disruptif qui vient impacter le modèle organisationnel en cours. Exactement. Puis, ils doivent vraiment s'adapter. Alors, vraiment, tout le monde s'en va vers des modèles plus agiles. Encore une fois, il y a différentes formes, il y a différentes définitions, mais en général, je te dirais, les 5 composantes d'une culture d'agilité, les 5 que j'ai présentées, s'ils ne sont pas présents, c'est difficile de dire que tu as une culture d'agilité. Et tu parlais tantôt de coach externe versus coach interne. Il est certain qu'on s'imagine que le coach interne part avec une longueur d'avance en ayant une connaissance de la culture organisationnelle et tout ça. Et quels seraient avantages, désavantages? Tu en as parlé un peu, mais je voudrais juste que tu nous reviennes avec quelques notions. Oui. Alors, vraiment, le coach interne, oui, tu as raison, il y a une longueur d'avance sur l'organisation parce qu'ils comprennent exactement ce qui se passe dans l'organisation, faire des liens entre quelque chose qu'ils ont vu dans un coaching, engagement de coaching et qu'est-ce qui se passe en entreprise. Mais je te dirais aussi, un avantage du coach externe, c'est vraiment pour les autres dirigeants, des fois, ils sont moins portés à utiliser des coachs internes à cause de la sensibilité de ce qu'ils vont parler. C'est pas qu'ils font pas confiance, mais cette fois, c'est un peu plus difficile à être ouvert avec quelqu'un à l'interne qu'à l'externe aussi. À l'interne, c'est sûr que les coûts sont un peu moins dispendieux et on peut fournir des services de coaching à plusieurs personnes aussi. Qu'est-ce qu'on voit dans les coachs externes? C'est qu'ils ont des connaissances très, très précises. Alors, si on veut voir quelqu'un qui a une expertise dans un marché ou dans un certain niveau aussi,
On peut seulement les chercher à l'externe comme ça aussi. Un peu dans des coachs externes, qu'est-ce qu'on voit beaucoup, c'est les entreprises aiment voir qu'est-ce que les autres entreprises font aussi. Bien sûr. Les meilleures pratiques d'affaires. Donc, un coach externe peut nous éclairer un peu plus sur cette dimension. On n'oublie pas que tout ce qui se passe dans un coaching est confidentiel, c'est sûr. On n'oublie pas cette partie-là, mais vraiment, c'est de chercher les meilleures pratiques de qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise comme telle. Okay. Et je vois le temps filer, mais j'aimerais terminer par une question, en fait, peut-être une question ouverte. On a ici donc un de nos participants qui dit « Que pensez-vous du nouveau terme armocratie ou management 4.0, entreprise organo-intuitive par rapport à l'agilité? » Je ne suis pas sûr si je suis, je le connais, le amocratie, on parle de la même chose, de la partie de holocratie, etc. Mais c'est vraiment des concepts que je ne connais pas vraiment les caractéristiques de cela aussi. Je m'excuse, M. Desbiens, mais si on pourrait continuer la discussion aussi, quand je comprends un peu plus les caractéristiques de cette approche-là, c'est ça que... Alors, c'est ce qui termine notre webinaire. Et merci énormément. Je pense que je veux juste vous rappeler que si vous désirez avoir des liens avec notre présentateur, on vous invite à communiquer donc avec nous par courriel. Je vous ai envoyé l'adresse courriel il y a quelques instants. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Merci beaucoup, Franco. C'était très intéressant. Puis, on voit qu'on se projette vers l'avenir avec un modèle organisationnel avec ce type de concept. On ne s'imagine pas encore jusqu'où ça peut aller. Mais j'imagine que ça va dans une direction de la responsabilité des gens par rapport à leur travail, par rapport à leur progression. Et pour les organisations, j'imagine que c'est vraiment très positif. Et merci de l'invitation et de partager ma passion avec vous et avec Innocent aussi. Alors, merci beaucoup, Franco. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents avec nous. Donc, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain webinaire. Et sur ce, bon après-midi. Bonjour. Merci, bon après-midi.